Bienvenue à tout le monde pour cette dernière séance de l'année scolaire, donc du séminaire en ligne de l'ISPM. Pour aujourd'hui, on est là pour une séance autour du punk. On va écouter Sang-Hwan Lee puis Manuel Rooks. On va commencer par Sang-Hwan qui ne pourra pas rester jusqu'à la toute fin de la séance. Sang-Hwan est docteur en musicologie, plus particulièrement en musicologie des musiques populaires modernes. En tant qu'ATER, il enseigne actuellement l'histoire et l'analyse des musiques populaires anglo-américaines, la musicologie et l'anglais de spécialité à l'université Gustave Eiffel. Avant son doctorat, il a étudié la langue et la littérature française, donc au niveau licence à la Korea University en 2004. Il a obtenu 2 masters en musicologie, l'un sur Richard Wagner et ses critiques français au milieu du 19e en 2012, et l'autre sur la forme horizontale des chansons punk hardcore et leur contexte socioculturel à Paris 8 en 2015. Il est aussi musicien rock et guitariste. Il a sorti un album de son groupe Deafening Street en 2010 pour lequel il a écrit toutes les chansons, joué de la guitare, chanté, enregistré et mixé. Et aujourd'hui, il nous présente un exposé extrait de son travail doctoral qui s'intitule donc Mise en musique de l'urgence et du nihilisme, le punk hardcore américain des années 1980. On t'écoute, 50, tu as la parole. Merci pour la présentation. Ok, aujourd'hui, oui, j'aimerais plutôt concentrer sur les deux notions principales de ma thèse. Et, autrement dit, je dirais, partant de l'hypothèse de l'émergence de la culture musicale dite punk hardcore américain à la fin des années 70 et au début des années 80, n'était pas seulement le résultat d'une sous-culture des jeunes, mais était bien plus profondément lié à une situation psychosociale où se trouvait toute la société américaine. Je recherche quelle est la nature du lien entre les modalités proprement musicales de cette expression et la situation où elle s'exprimait, en m'appuyant sur deux notions, urgence et nihilisme. Hop. Ouais. Tout d'abord, la notion d'urgence. Selon la définition des dictionnaires, l'urgence est un sentiment ou croyance que quelque chose a traité immédiatement. On rencontre en effet ce mot très fréquemment dans ce que disent les musiciens ou les fans du punk hardcore américain des années 1980. Ils l'utilisent pour se plaindre du conformisme et de la complaisance qui est régné dans la vie de la suburban middle class, de la classe moyenne des banlieues résidentielles aisées, souvent à propos du fondement psychologique de leurs différentes activités DIY, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire immédiatement parce qu'il n'y a pas de futur. En fait, ce conformisme et complaisance de la classe moyenne s'était développé sous l'effet d'une désillusion et une angoisse qui était sous-jacente à tous les domaines de la vie américaine, comme Christopher Lash, en témoignant à cette époque même, à la suite des événements, des situations qui avaient déstabilisé et même traumatisé des années 60, notamment le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam, puis la chute du libéralisme au sens du progressisme, la désillusion croissante vis-à-vis de la politique, dont le Watergate marque le point culminant, la crise pétrolière et énergétique, le problème de l'environnement et une série d'erreurs diplomatiques, etc., etc. De ce fait, toute valeur de l'existence, puis désormais prioritairement mise sur la recherche d'une certaine sérénité psychologique, ainsi que sur la santé physique, chose que l'on pouvait se procurer tout de suite, dès à présent, sans plus compter sur un avenir lointain, parce qu'il est trop incertain. Alors que les attentes de voir un progrès collectif dans le futur s'estomper, l'angoisse de la survie, de même de la survie individualiste immédiate devenait prioritaire. On cessait donc de se soucier des générations futures. La conscience historique, celle qui aurait dû faire le lien entre passé, présent et futur, s'affaiblissait, voire disparaissait. Le punk américain, et même certains des fondateurs du punk hardcore, qui apparurent à la fin des années 70, émergea d'un ennui, d'un dégoût et d'un mépris envers les mythes et les fantasmes qui avaient engraissé cette vie de la suburban middle class, ou tout simplement suburbia, qui en fait s'effondrait déjà depuis très longtemps. C'est lorsque le néoconservatisme de Ronald Reagan parvint au pouvoir, dans les années 80, qu'en réaction, le punk hardcore culmina dans sa région de banlieue,
qui manifestait le mieux le mode de vie que prônait le Reaganisme. L'un des premiers groupes punk hardcore américains se nomma d'ailleurs lui-même Middle Class, en manière bien sûr d'autodérision. Alors que la jeune génération punk hardcore des années 80 et la contre-culture des années 60 partageaient une même désillusion et une même résistance à la culture middle class américaine, la seconde génération va aller jusqu'à même rejeter l'idéalisme de son aîné sous l'effet d'un affaiblissement de toute conscience collective, tant historique que politique. On pourrait donc parler d'un individualisme radical. L'ennui, le mépris et la même répulsion envers la complaisance de la classe moyenne des banlieues, dont ils sortaient eux-mêmes, furent bien les principaux facteurs qui ont nourri le punk hardcore américain. Pourtant, redisons-nous, celui-ci partageait et manifestait ce même sentiment, celui d'ailleurs de toute la société américaine, d'une priorité temporelle du présent, conséquence de cette désillusion vis-à-vis du passé qui avait trop déçu. D'où une même incapacité désormais à anticiper aucun avenir. On peut parler d'une double rupture. Autrement dit, ce sont en gros les mêmes conditions psychosociales et le même vécu d'une double rupture qui continuait de dominer l'ensemble de la société américaine qui œuvrèrent pour l'émergence du punk et plus encore du punk hardcore, qui fut sa forme radicalisée la plus extrême, quoique cette fois de façon plus profonde et moins spécifique. D'où sans doute le fait que c'est la musique du punk hardcore qui fait surgir spontanément, naturellement et chez tous, comme si elle en était l'incarnation même, la réalité faite musique, le sentiment d'urgence absolue, car elle la manifeste au sein même de sa structure formelle. De la définition des dictionnaires de français comme d'anglais du mot urgence, nous pouvons tirer deux tendances sémantiques différentes, mais souvent à centre impliquant. Priorité chronologique et accélération. La priorité, s'agissant de la prise en considération des motivations sociales ou personnelles, se trouve du fait de grand nombre de problèmes importants et complexes impliqués dans la nécessité de prioriser certaines actions comme devant être faites d'abord pour résoudre ces problèmes ou de modifier les priorités dans les actions ou les mesures de prendre afin d'éviter certains d'entre eux, comme le mot l'état d'urgence. En effet, cette notion d'urgence avait bien été évoquée par l'histoire de la musique dans certaines analyses notables, même si elle utilise le mot sans jamais en formuler un concept précis. Ainsi, dans l'analyse standard de la musique hard rock et heavy metal, et on signale bien la production de ce sentiment d'urgence au moment de la phase historique où les groupes de ce nouveau genre ont commencé à se différencier de la tradition du blues. Il s'agit de l'effet d'urgence obtenu par l'uniformisation des accents mis sur le déroulement temporel des événements musicaux. Mais si l'on veut être précis, la génération de ce sentiment d'urgence est ici attribuable, en fait, moins à l'augmentation du tempo qui aurait lieu dans la version hard rock comparée à l'original blues, qu'à la répétition à intervalles réguliers et courts, d'un même matériau sonore, relativement rigide, carré et fort. Ce phénomène musical pourrait donc être perçu et interprété comme une demande de priorité, que quelque chose soit fait avant d'autre chose et que cette nécessité ou son désir soit accepté immédiatement. Il s'agit donc là plutôt d'une certaine priorité que d'une accélération. Priorité qui s'impose irrésistiblement à la perception puis à la sensation chez l'auditeur. Le punk rock, et d'ailleurs le discours musicologique sur lui, l'a relevé relève bien sûr de ce phénomène, mais là n'était pas le cœur de la question. Dans le punk rock, le sentiment de priorité et même la seule augmentation de la vitesse ne suffisent pas à caractériser une urgence dans la perception musicale. Graham Marcus, bien qu'il n'ait pratiquement pas utilisé ce mot d'urgence, et dit qu'il peut exister un dispositif temporel plus subtil, plus spontané aussi, et qui est relatif spécifiquement à l'urgence générée par les diverses situations socioculturelles et géographiques qui ont entouré la naissance et le développement du punk rock en général. Et cela chez ces compositeurs-interprètes comme chez ces auditeurs.
Il s'agit là d'une accélération ou d'une précipitation qui sont conçues et produites dans un morceau. Et c'est avec et par le punk rock américain que cette première chanson de ce dispositif subtil et spontané. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a un message, connexion est instable. Est-ce que ça va? Non, ça va encore, moi Vous je t'entends. m'entendez? Ouais. Ben, ça va? Oui, oui. Ouais, parce que c'était un peu. On était où? OK. Hmm. Donc, ce dispositif subtil spontané a été promu pour obtenir finalement une valeur fondamentale en ce qu'elle structure toute cette musique dans le cas de hardcore, le punk hardcore. Ce phénomène musical ne peut être saisi et explicité par le discours standard tenu là-dessus, enfermé dans sa répétition, dans sa définition hâtive qui s'appuie sur le seul slogan du plus dur, plus fort, plus vite, harder, louder, faster. Non seulement par les études statistiques, car celles-ci portent en général davantage sur les caractéristiques les plus communes d'un genre musical, pas sur celles plus typiques, quoiqu'elles ne trouvent que dans une minorité des chansons du corpus. Ce sont elles, en effet, qui ont pu imposer une influence plus que les autres. Je propose donc de distinguer 5 catégories principales pour regrouper les effets uniques de la musique punk hardcore sur leur plan horizontal, soit celui de la succession temporelle. La première, la première catégorie est la longueur. Il est rare de trouver une chanson d'une durée supérieure à de 2 minutes dans le répertoire d'un groupe, généralement considéré comme punk hardcore dans les années 80, où on peut constater déjà, dans le premier enregistrement de ce genre, celui de Black Flag, un groupe fondé en Californie du Sud, dans la plupart des chansons punk hardcore américains, la durée d'une chanson est d'environ 1 minute et il existe de nombreuses chansons de moins de 30 secondes. La brièveté de durée est le facteur le plus évident qui permet la première différenciation de ce sous-genre du punk rock euh, à la fin des années 60, qui a émergé à la fin des années 70. Deuxièmement, quand une chanson qui comporte par définition un certain nombre de répétitions et des répétitions des sections principales, c'est-à-dire couplet, refrain et ce que je nomme un refrain fragmentaire, que je vais expliquer plus tard, est d'une durée extrêmement courte. Cela n'est pas seulement dû à sa rapidité, mais aussi du fait que le nombre des mesures que recouvrent ces sections est relativement réduit, ou bien qu'il existe peu de sections instrumentales intermédiaires, de pont, de sections solo, intro ou outro, telles qu'on pouvait les trouver d'une manière générale entre les pairs, couplets, refrains de nombreuses chansons rock. Il, euh, il en résulte par conséquent des répétitions immédiates de pairs, couplets, refrains qui occupent presque toute la durée d'une chanson. Ensuite, la troisième catégorie réside, comme on peut observer dans de nombreux cas, dans l'absence d'une section finale particulière, ce qu'on nomme coda, outro, ou conclusion, ou tout geste même minimal finalisant un morceau. La chanson punk hardcore se termine souvent brusquement au moment exact où se termine le dernier temps du dernier refrain, ou moins fréquemment celui du dernier couplet. Le reste est un souvenir du son et rugissait jusqu'au dernier moment. Alors que la plupart des premières chansons de Black Flag sont distinctement plus courtes que celles du rock and roll, du hard rock ou punk rock des années 70, néanmoins plusieurs facteurs tels qu'un fondement rythmique de type backbeat, dit standard, un tempo qui n'est pas si rapide et des sections qui ne sont pas si courtes, mais cela pourrait en quelque sorte contribuer à procurer une impression de stable et de spatial chez l'auditeur, comme l'évoquait cette notion chez Paul Willis, autrement dit un état sans processus horizontal saillant. Cependant, cette certaine durée d'intemporalité, timelessness, que l'auditeur aurait pu éprouver en traversant, parcourant ces sections, ici se termine néanmoins soudainement, de manière inattendue, brutale,
puisque la chanson se termine très brusquement. Wasted, il y a une des chansons de Black Flags dans ce disque, dans leur première EP, ne contient que deux répétitions et demie de la formule refrain-couplet en 51 secondes, ce qui fait cette chanson présente la meilleure combinaison de ces trois derniers facteurs que nous avons mentionnés. Je vous invite à l'écouter. Drunk up, I was so napped out, I was out of my head. I was so wasted. I was wasted. Ensuite, quant à mon propre terme, refrain fragmentaire, je l'utilise en le rapprochant comme un équivalent du refrain, défini selon la terminologie musicale anglaise, quoique la définition n'en soit pourtant pas unifiée dans le monde anglophone. En particulier selon la définition qu'on fait à Ken Stevenson, ici, qui emploie ce terme pour le distinguer de celui de chorus, qui est l'équivalent du refrain français. Ce dispositif de composition, qui n'est pas une section indépendante ou complète, mais qui fait saillir en brisant la surface de multiples reprises, il semble en tout cas une notion très utile pour guider la recherche en matière de punk hardcore, à mon avis. Comme nous continuerons de le voir, l'une des caractéristiques du punk hardcore américain réside dans le fait que son expression musicale est souvent condensée en événements très courts, puis que ceux-ci sont répétés presque obsessionnellement afin de rendre sensible l'urgence d'une tension insupportable. Dans la plupart des cas, ces événements comportent des paroles qui visent à en faire une formule aussi courte et frappante comme un slogan. Et dans la majorité des cas, le texte du refrain n'est rien de moins que le titre de la chanson qui est martelé. On peut dire on a là une radicalisation de l'usage du refrain fragmentaire et même l'omniprésence du refrain fragmentaire. Ensuite, la quatrième catégorie consiste dans l'utilisation du skank beat. Out of Vogue EP du groupe Middle Class, que j'ai déjà mentionné. Ce disque est l'un des premiers disques punk hardcore américains, contient des chansons qui sont jouées à un tempo beaucoup plus rapide que celle de Black Flag, et en ayant communément pour fondation rythmique un nouveau type de pattern de batterie, appelé skank beat, caractérisé par des alternances ultra rapides, autour de 150 BPM, soit 150 alternances par minute entre principalement la grosse caisse et la caisse claire de la batterie. Le skank beat allait bientôt devenir le rythme de batterie de loin le plus aimé des groupes punk hardcore. On écoute la chanson éponyme Out of Vogue de Middle Class, où l'on peut trouver également une répétition quasiment obsessionnelle et particulière du refrain fragmentaire. On écoute. L'utilisation du skank beat et plus tard du blast beat, qui est tout simplement la version radicalisée de ce dernier, entraîne au fur et à mesure deux conséquences principales. Premièrement, comme l'indique l'origine de son nom, celui du rythme typique de la guitare dans la musique jamaïcaine de ska et de reggae, les deuxième et quatrième temps d'une mesure quadruple de skank beat, marquée par la caisse claire,
tendent à ne plus être comptées comme des pulsations, contrairement au backbeat, puisque le tempo est si rapide que chacun des battements ne peut plus être suivi individuellement par un battement du pied, encore moins par la danse. Au terme de l'évolution du blast beat, l'alternance encore plus rapide fait que le son de la batterie fusionne même en un bloc de son, plutôt que de rester une figure purement rythmique. Il s'agit donc d'une nouvelle sensation accrue de vitesse. Une autre conséquence du skank beat et du blast beat est que les musiciens commencent à utiliser ce nouveau motif de batterie comme un fondement rythmique. Voilà pour certaines sections seulement d'une chanson, pas forcément pour toute la chanson. De cette manière, la transition d'une section relativement moins rapide ou un tempo modéré à une section ultra rapide peut susciter la sensation d'une précipitation particulière, bien sûr, et cet procédé qui se répandra un peu de temps dans la plupart des groupes punk hardcore des années 80. Dernièrement, hormis l'accélération générée au plan du tempo global ou entre certaines sections, un autre type d'accélération est produit à un niveau micro et subtil. À titre d'exemple, dans le refrain de Red Petrol des Untouchables Group de Washington, D.C., où tous les instruments et la voix martèlent répétitivement le titre de la chanson, cette cible des paroles, martelée comme un slogan, reçoit une légère accélération instantanée et spontanée à chacune de ces annonciations, ce qui génère un sentiment particulier d'urgence. On écoute. Ce type d'accélération était notamment considéré comme une erreur ou un manque de compétences instrumentales, puisqu'il se produisait à cause d'un manque de contrôle, en particulier sous le coup d'un trop plein d'émotions. Le punk hardcore, en particulier celui des débuts, fait ce manque de certaines compétences musicales une affirmation musicale, instituée comme un moyen expressif particulier propre. C'est un cas très rare dans l'histoire de la musique. C'est la raison pour laquelle l'accélération micro constitue un facteur essentiel pour caractériser la musique punk hardcore des années 80. OK. Et avec cette accélération subtile, on peut également constater une certaine irrégularité formelle qui provoque une confusion temporelle à l'auditeur. Comme par exemple dans un morceau des Circle Jerks, un autre groupe californien, qui s'appelle Red Tape. Sa structure horizontale montre à la fois une radicalisation de l'usage du refrain fragmentaire, comme dans Out of Both Middle Class, et une confusion temporelle du fait même de sa simplicité si particulière comme matériaux musicaux. Ici, le refrain de 4 mesures se termine par une variante du fragmentaire, No More Red Tape, une formule couplet-refrain refrain fragmentaire est ainsi achevée, apparemment, ce qui est soutenu aussi par la progression harmonique, à savoir la tonique couplet, la dominante refrain, puis le retour à la tonique refrain fragmentaire, sans parler de la logique narrative des paroles. Mais c'est là que le germe d'une confusion horizontale est planté. C'est que ce dernier refrain fragmentaire est suivi encore immédiatement de ce roulement du tom-tom de la batterie, et qu'ainsi démarre le 12e couplet. On écoute. I can see, can't you see? Red Tape! Doing to you, doing to me. Red Tape! Robbery and brutality. Red Tape! Killing you. Jackson! 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 No more Red Tape! I can see, can't you see? Red Tape! Doing to you, doing to me. Red Tape! Robbery and brutality. Red Tape! Killing you, killing me. Jackson! 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 No more Red Tape! I can see, can't you see? Red Tape! Doing to you, doing to me. Red Tape! Bureaucracy and bourgeoisie. Red Tape! Murder you, murder
Et à partir de ce moment, cette variante du refrain fragmentaire devient le début du deuxième couplet et non plus le point d'achèvement du premier refrain, puisque cette variante du refrain fragmentaire marque les mots red tape sur la dernière partie de la mesure. Donc, autrement dit, à un moment donné, on a du mal à trancher. Quel est le premier, ou l'appel, ou quel est le deuxième, ou bien on peut dire la réponse entre la partie du red tape ou celle de I can see, can't you see? Euh, Si Red Tape comporte encore plusieurs éléments conventionnels, comme la progression harmonique, solo de guitare et alternance couplet-refrain, même la forme appel-réponse, on y entend des paroles presque identiques dans les trois couplets, et l'omniprésence du fragment fragmentaire martelé, et c'est un des éléments fonctionnant comme si l'on voulait se moquer de toute sophistication. Par ailleurs, ce beau type de confusion temporelle est caché, noyé dans ce tumulte sonore engendré par une combinaison de vitesse, brièveté et de sonore agressif. En particulier, ce qui consiste à mettre le roulant du tom-tom de la batterie. Mais c'est bien cette confusion qui génère le sentiment d'urgence si particulier de cette chanson. Donc, le punk hardcore n'était pas à couper les styles musicaux, les matériaux musicaux du passé. La plupart des chansons consistent dans la répétition de la formule couplet-refrain, ces deux sections apparaissant nettement distinguées et identifiables. Tous les groupes étaient composés de 4 acteurs, voix, guitare, batterie, basse, formation traditionnelle et typique du rock. Si l'on compare cela avec la diversité, l'éclecticisme et l'expérimentation, c'est pas ici, ah oui, c'est là. L'expérimentation présent dans ce qu'ont réalisé les groupes euh, post-punk Vanguard, selon l'expression de Simon Reynolds. Il paraîtrait assez naturel de dire le punk hardcore ne renversait surtout pas la vieille musique ni les vieilles conventions musicales, quelle que soit son attitude contestataire. Et l'on pourrait même qualifier le punk hardcore de fondamentaliste, au sens péjoratif du terme. Mais c'est ici que nous recourons à cette notion de nihilisme. Car au fond, ce qui stimula foncièrement la naissance du mouvement punk et ce qui fut son point de départ résidait dans une désillusion profonde, suivie une négation radicale de toute l'ambition artistique elle-même. Comme le nihilisme philosophique russe du XIXe siècle, comme celui de Nietzsche, le nihilisme du punk commence à ce moment de vacillement où les valeurs dominantes, le grand principe, la raison, l'art, les idéaux, et ici plus précisément la musicalité idéale, l'ambition artistique, l'idée de progrès et d'innovation, ainsi que les concepts de finalité, on vient tous à être considérés comme ne valant plus et ne pouvant plus être justifiés. Le résultat prend donc souvent l'allure d'une simplicité extrême, frôlant l'ascèse. Ce n'est pas le résultat quelque chose que les musiciens auraient froidement conçu au préalable, avant d'en faire un premier son physique, mais il s'agit plutôt seulement de prendre ou d'accepter ou non le résultat, à savoir le son qui nous revient après qu'il a été joué spontanément. Désormais, la question n'est pas de savoir quel est le matériau qui importe, mais de comment faire. On pourrait l'appeler l'obstination. Il s'agit donc de continuer sans réflexion, sans réserve. En ce sens, si c'est l'urgence qui est à l'origine de l'adoption de n'importe quoi d'immédiatement disponible, le nihilisme est la puissance de poursuivre son emploi sans jamais s'arrêter, sans jamais jeter un coup d'œil sur ce qui a déjà été rejeté et nié. Les matériaux musicaux disponibles sont souvent traités de manière totalement négative. La soustraction peut être le moyen plus immédiat d'obtenir quelque chose de différent et adopté non seulement au niveau vertical, mais aussi au niveau horizontal. Il s'agit généralement d'une simple action de réduction, de compression, voire d'élimination, qui touche certaines sections intermédiaires de la forme idéale et conventionnelle de la chanson. Approche compositionnelle principale et primaire que Keith Morris, chanteur de Black Flag et de Circle Jerks, décrit de façon relevant de l'autodérision. The short fast songs, trim out the fat, later to the intro, later to the outro, cut the bridge in half and get on with it. Parmi les conséquences de cette approche se dégage un certain sentiment de précipitation, donc d'urgence. La formule couplet-refrain identique peut être répétée plusieurs fois sans aucune section intermédiaire, parfois sans même changer les paroles, avant de se terminer brusquement sans le moindre geste pour célébrer la finale de la chanson. Sans développement, ni climax, ni diversité structurelle, c'est une négation de la narrativité conventionnelle, tout en étant également loin d'une
loin d'une expérimentation ou d'une innovation aventureuse. Alors, à la limite, on a l'impression que ce qui est tourné en dérision, c'est toute l'ambition artistique, quelle qu'elle soit. Mais le spécifique du nihilisme punk rock réside dans le fait qu'on mène finalement à une action dans ce monde du spectacle, malgré son extrême mépris pour tout cela, en embrassant cette incohérence même. Dans certains cas, ces extrêmes négativités actives dans la forme linéaire des chansons se traduisent par une forme totalement cyclique ou même symétrique, qui est notamment illustrée par plusieurs chansons des Ramones au milieu des années 70 et qui deviendra un élément majeur de la composition punk hardcore. Cela produit une impression qui est à la fois de nihilisme et d'urgence et qui est en effet particulier exceptionnel de la musique punk hardcore. Sur le premier disque de DRI, un groupe fondé à Houston, Texas, qui est sorti en 1983, on peut constater une radicalisation de ces caractéristiques du punk hardcore américain. Tout d'abord, leur chanson est en général encore plus courte, même moins de 20 secondes. En conséquence, ce sont davantage de sphères temporelles et horizontales qui se trouvent consacrées en se concentrant, en se comprimant en quelques mots clés. Ceux-ci sont ainsi énoncés plus vite, plus fréquemment et dans un laps de temps très restreint, sans parler du tempo plus rapide. En deuxième lieu, si on le compare les sujets de leurs chansons avec ceux de groupes comme Black Flag ou Bill Clash, on remarque que les sujets des chansons de Yala est notamment plus divers, relevant plus précisément d'enjeux politiques et sociaux, une critique du conformisme, de la guerre, de crise d'environnement, du capitalisme, comme en témoignent déjà les titres des morceaux. Cependant, la plupart des chansons se terminent par une explosion des fureurs, par une condamnation ou par la manifestation d'une attitude cynique, sans jamais proposer aucune décision ni principe personnel. Par exemple, un morceau de 41 secondes basé sur le skunk beat qui s'appelle Reaganomics témoigne de plusieurs éléments caractéristiques que je viens de mentionner. On va écouter. Voilà. Notre dernier exemple est un morceau de également d'Ali, Draft Me. La structure horizontale de Draft Me repose sur 3 répétitions quasi identiques, sans aucune partie intermédiaire. Ce qui caractérise en outre ce morceau de 19 secondes, c'est qu'il met en œuvre un procédé visant à produire une certaine irrégularité temporelle, bien propre à dérouter, d'une part, un changement de tempo régulier entre couplet et refrain, et d'autre part, un renforcement de cette discontinuité temporelle par un chevauchement du refrain fragmentaire entre refrain et couplet. Après l'intro à la caisse claire, qui se termine par la première énonciation du refrain fragmentaire ultra rapide, Draft Me, le premier couplet se déclenche au tempo d'environ 155 ppm. Comme le montre la transcription, dans le couplet, le deuxième et le quatrième temps de la mesure sont marqués par le refrain fragmentaire, dont les 2 syllabes sont accentuées par les 2 power chords, mi bémol et fa, et par 2 combinaisons, grosse caisse claire, cymbale crash. Il s'ensuit un mouvement de type appel-réponse, ou bien plutôt un mouvement comme celui d'une balançoire qui balancerait à intervalles encore plus rapprochés. Le refrain se déroule par contraste sur un skunk beat à 220 ppm, au tempo plus vite que le couplet, puis il se termine par une accentuation du rythme 3-3-2 à l'unisson des instruments. Du fait que cette augmentation du tempo, la durée des 2 mesures de refrain est un peu plus courte que celle des 2 mesures de couplet. Voilà bien une astuce pour ébranler l'écoulement du tempo, du temps. Sur la deuxième note, la croche de la figure 3-3-2 sont placées le premier mot draft du refrain fragmentaire, ainsi que le power chord de mi bémol,
comme c'était le cas dans le premier refrain, tandis que le deuxième mot de ce refrain, mi, sur le power chord de fa, va tomber sur une croche ajoutée. C'est-à-dire que le deuxième refrain ne commence qu'après cette croche ajoutée, d'une durée extrêmement courte. Il faut bien écouter attentivement. Just me, just me, give me your jump, I love the jump, want me to jump, I'm a refugee, they want me to work, just me, jump, give me your jump, I love the jump, want me to jump, I'm a refugee, they want me to work, just me, jump, give me your jump, I love the jump, jump, I'm a refugee, they want me to work, just me, just me. Du fait que paroles et d'enseignement d'accords dans ce fragment sont identiques à ceux du fragment-refrain, qui se répètent à intervalles de 2 temps dans le couplet, et produit l'impression que c'est à partir de ce moment a démarré le 12e couplet. Donc, d'où c'est une confusion particulière de la temporalité. La structure globale, horizontale globale de Draft Me est donc très similaire à celle de Rate Tape, comme on a déjà parlé, de Circle Jerks, en ceci que c'est un fragmentaire qui revient à la fin de chaque refrain, qui va y produire la confusion quant à l'endroit où situé le début du couplet, dans lequel le refrain fragmentaire est régulièrement répété à court intervalle. La différence réside dans la dextérité du mot de DRI, qui, semble-t-il, a permis de générer de ce morceau de 19 secondes un phénomène à la fois plus subtil, plus rapide et surtout plus chaotique, ce qui était bien sûr le but de la manœuvre. Comme on peut observer sans effort dans Draft Me, une autre radicalisation qui caractérise la plupart des chansons de DRI consiste en une mise en slogan souvent inintelligible. On remarque que la combinaison de cette brièveté et de vitesse a pour effet de galvaniser l'accentuation verticale des mots en les compressant, en les polarisant, un phénomène déjà rencontré avec des mots-clés sloganisés de la musique des autres groupes. Encore une fois, il faut mentionner le martèlement répétitif du refrain fragmentaire. Chez DLI, la radicalisation de ce phénomène va aller jusqu'à entrer un recul considérable sur le plan sémantique concernant l'intelligibilité des paroles elles-mêmes. Intelligibilité qui à vrai dire, disparaît quasi totalement. Mais paradoxalement, cet affaiblissement sémantique dû à la perte du sens de mots devenus non reconnaissables va permettre à ce qu'ils sont devenus, à savoir des événements musicaux extrêmement concentrés. Donc, permet d'acquérir un autre type de signification. Autrement dit, en offrant une dimension performative, au sens linguistique du terme, pour mettre en musique urgence et nihilisme. L'autodestruction des mots, soit du fait de la vitesse de leur prononciation, soit du fait que la voix est déformée, ou des deux. Performance paradoxale qui contrarie d'ailleurs le but même de la sloganisation des mots-clés, qui aurait dû au contraire être aisément communicable, peut aussi s'exprimer par cette tendance performative qui fonctionne indépendamment du sens sémantique des paroles. Pour conclure, une chose qui distingue musicalement le punk hardcore du punk rock est que la création musicale et son urgence ne s'appliquent pas dans le punk hardcore seulement au processus qui pousse les musiciens vers cet acte de créer. Car ce genre d'urgence n'explique pas nécessairement à quoi ressemblerait la musique ainsi créée. Mais la différence réside dans le fait que dans le punk hardcore, c'est la forme de la musique elle-même qui exprime, mettant musique ce nihilisme et son urgence de façon donc, encore une fois, performative. On peut dire donc que dans la musique punk hardcore, c'est la collaboration dialectique de ces deux notions, urgence et nihilisme, qui relie comme un lien médiateur musique et situation sociale. Finalement, c'est ainsi que surgit quelque chose de social dans l'écoulement de la musique elle-même. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on va passer à l'exposé de Manuel Roux, donc qui va nous présenter son livre qui va paraître a priori le mois prochain aux éditions Rivenel, une étude donc, de la scène punk DIY en France, travail extrait de la recherche doctorale de Manuel, donc qui est docteur en sciences de l'éducation et qualifié maître de conférence en 19e section donc sociologie du CNU. Manuel Roux est actuellement chercheur postdoctorant
dans le projet ANR Musique Covid, expérience musicale en temps de Covid, s'adapter, résister, innover. Il est également membre du projet de recherche PIND, Punk is Not Dead, une histoire de la scène punk en France. Et il est également chargé d'enseignement au département des sciences de l'éducation et de la formation de Bordeaux, ainsi qu'à l'Institut régional du travail social, également à Bordeaux. Tu peux y aller, Manu, on t'écoute. Super, merci beaucoup. Merci Marion pour la modération. Merci aux résistants et résistantes qui sont restés pour ce dernier séminaire jusqu'à cette heure-ci, hein. C'est vraiment chouette. Je dois dire encore bravo à Sangon pour son exposé qui, je pense, va bien compléter avec ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Donc voilà. Vous voyez du coup la couverture du prochain livre là, qui devrait partir à l'impression aujourd'hui du coup. Donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est édité dans les collections En Marge, dirigé par Luc Robin et Sol Vexer, qui étaient mes co-directeurs de thèse du coup. Voilà. Alors, bon, pour le sujet, donc cet ouvrage est issu de ma thèse de doctorat en sciences de l'éducation, comme l'a dit Marion, soutenu en juin dernier et intitulé du coup Faire carrière dans le punk, une étude de la scène punk DIY en France. Bon, un tel titre peut paraître absurde et pourrait même être perçu comme une provocation au regard d'un mouvement souvent présenté par ses acteurs et autres observateurs comme ayant justement réussi à déconstruire le principe de réussite, hein. Je fais écho effectivement à la communication de Saint-Gon, mais et nous avons pu l'observer parce que vu que je fais partie aussi du projet PIN qui organise des journées de recherche un peu partout en France, on l'a observé ce truc-là en 2022 avec Laurent, hein, guitariste chanteur des Ramoneurs de Menhir, ex-Béret Noir, pour qui le punk de son époque ne pouvait pas être une carrière mais un pur produit de la subversion sans penser au lendemain. Pourtant, mon expérience de musicien dans la scène était tout autre, hein. Avant d'entrer en thèse en 2018, il faut d'abord dire que j'étais musicien de la scène punk depuis plusieurs années. Mais voilà, les punks que j'observais n'avaient jamais connu son niveau de reconnaissance à Lorane, hein. Et pourtant, ils partaient en tournée plus de 100 dates par an pour certains, sortaient régulièrement des disques, commençaient leur carrière tôt et avaient parfois une longévité de plus de 10 ans, tout en refusant qu'elle devienne une activité professionnelle. Bon, à bien des égards, cette scène contraste grandement avec celui du mythe punk des années 70 et de la conception un peu, je dirais, caricaturale d'Estroy. Les nouveaux acteurs valorisent l'intelligence punk, la capacité à développer des réseaux autosuffisants, tout en assumant à demi-mot mettre leurs œuvres à disposition sur Spotify. Mais le DIY, du coup, c'est quoi? Bon, plus personnellement, à l'occasion de la sortie d'un EP autoproduit, j'avais tourné 2 fois en 2019 dans des squats en Europe, conformément au principe du do-it-yourself DIY, fais-le toi-même, promu par la scène punk à laquelle j'appartenais. J'étais mon propre producteur, booker, directeur artistique, attaché de presse, manager, etc. Car le DIY, voilà, consiste à tout faire soi-même pour s'extraire du pouvoir des industries musicales, des lieux subventionnés, la culture, voire de la société elle-même. C'est donc, par exemple, pour s'opposer aux logiques marchandes et hiérarchiques que le recours au prix libre doit permettre à chacun de participer à hauteur de ses moyens au financement des activités de la scène, mais aussi que les musiciens peuvent obtenir des rémunérations. Donc, faire de la musique dans l'esprit DIY, c'est donc à la fois faire tout seul et faire avec les autres. Mais bien qu'ayant adhéré à ces principes fondateurs, j'étais confronté à une forme de désillusion, hein, en tant que musicien. Alors que je pensais la scène DIY basée sur l'entraide, je me rendais compte que les enjeux de concurrence et de lutte pour la visibilité étaient prégnants. Voilà, la reconnaissance devenait nécessaire pour poursuivre une carrière musicale, carrière qui, selon l'éthique DIY, ne devait pourtant pas être pensée ni mise en œuvre. Donc, les questions se posaient, hein. Faire carrière dans le punk a-t-il un sens aujourd'hui? Est-ce que l'on peut toujours parler de punk? Pourquoi le rapport au travail artistique est-il devenu clivant en matière d'authenticité punk, contraignant les acteurs de la scène DIY à se définir que par opposition aux catégories artistiques et professionnelles? Voilà. Se poser ces questions n'était pas très punk au regard de la façon dont on se représente le mouvement. Mais pour répondre à ces questions, ben, il fallait partir du coup de ce décalage. Bon,
Luc Robin et Solveig Serre ont bien montré qu'un certain rapport à une histoire punk s'est institué par le concours des médias et des acteurs eux-mêmes, comme l'illustrent les propos de Loran, hein, encore toujours lui, pour qui le vrai punk, hein, n'est plus, faisant référence à un âge d'or du punk de courte durée où la subversion de l'ordre établi faisait loi et depuis jamais retrouvé. Donc, du coup, les arrêts soudains prématurés, hein, de groupes reconnus tels que Crass ou les Français Béhurier Noir sonnent encore aujourd'hui comme des preuves exemplaires de cet idéal de subversion. Or, pour réussir cet acte fou, entre guillemets, d'autosabotage, il faut paradoxalement avoir accédé à une forme de reconnaissance. D'autant plus pour le valoriser, cette chose-là. Donc, bref, ceci témoigne plutôt d'un problème constitutif des punks, celle à gérer le succès et la réussite artistique, voire le principe de légitimité sociale, tout simplement. Donc, le discours médiatique, mais également de la recherche, a joué un rôle crucial dans la construction d'une certaine mémoire du punk et continue toujours d'entretenir la nostalgie des origines qui ne pouvaient être issues à l'origine de pays anglophones, hein. Issus de l'argot anglais signifiant voyou, sans valeur, bon à rien, etc., hein. Le terme même punk provient d'une construction médiatique pour s'en référer au courant musical. Mais l'histoire punk est aussi française, hein. En témoigne le premier festival au monde de punk ayant eu lieu à Mont-de-Marsan dans les Landes, hein, et le fait que cette histoire n'est pas seulement écrite par les musiciens, comme tu le disais, Saint-Gon aussi. Donc, cette histoire est fondamentalement plurielle, contradictoire, et ne peut se réduire à certains événements, lieux, figures marquants, principes philosophiques ou politiques, etc. L'incontournable slogan Nos futurs fait du punk un objet fondamentalement paradoxal, résistant au cadre analytique préconstruit. En somme, ce qui devait être une histoire courte à court terme, c'est finalement avéré durer puisque le punk fêtera bientôt ses 50 ans. Bon, juste un peu d'histoire aussi pour recontextualiser la chose, hein. Euh, En près d'un demi-siècle, le punk n'a cessé de se réinventer, hein, à basculer de postures vaguement nihilistes vers des positions plus assumées de marche constructive, hein. Le positive hardcore, hein, par exemple, on pourrait parler de ça. La première génération, celle de l'explosion punk de 76-78, qui marque l'échec et le refus de la contre-culture des aînés hippies à céder la place à une seconde génération, les quepons plus politisés, hein, qui, au gré des rencontres politiques dans la France des années 80, inventent et structurent la scène alternative et les labels indépendants. Alors, euh, au tournant des années 90-2000, dans le contexte de la mondialisation, le punk réinvente ses luttes, éclairant de nouvelles thématiques, l'écologie, l'antispécisme, le véganisme, le féminisme, etc. Et innove par ses postures, ses moyens, ses discours. Bon, symétriquement, la récupération marchande du mouvement précipite à la fin de la scène alternative et ouvre une brèche dans l'idéologie punk, générant des positions plus radicales, ultra, comme on veut. Enfin, une quatrième génération, hein, qui fait l'objet du coup de mon travail, hein, ici nommée scène DIY, reprend plus récemment le flambeau punk de l'autonomie et mobilise un régime de radicalité, comme dirait Luc et Solveig, punk spécifique, quoi. Au fur et à mesure des générations, pour Tand, ce qu'il appelle alors le nihilisme du punk appartient au registre de l'utopie par inversion, puisqu'il signale je cite encore Tand, il signale la possibilité d'une existence non aliénée par le geste même qui souligne son absence dans le présent. Donc du coup, sous cet angle, l'authenticité punk se serait évaluée par la faculté de ces acteurs à s'émanciper des lois de la vie sociale, voire physique, en réussissant à produire des actes musicaux purs, d'abord non contaminés par une forme de récupération marchande et politique, et ça pour la première génération, puis plus tard, de manière contradictoire, présentés comme des actes purement politiques émancipés du carcan capitaliste. Ces conceptions opposées de l'authenticité punk se rejouent aussi entre chercheurs, acteurs appartenant à différents segments de scène punk spécifiques. Ils reproduisent des enjeux d'authenticité propres à la scène, mais dans le champ de la recherche, tout en définissant le punk par sa capacité à rompre les liens avec le reste de la société, hein, prenant le risque de l'essentialisation. Mais comme l'a bien montré Timothy Heron
qui a travaillé sur le punk en Irlande du Nord au début du mouvement. Euh, euh, comment dire, ce mouvement relève de réalités sociales bien différentes que celles saisies en Angleterre à la même période. Bon, ça c'est juste un exemple, mais comme quoi on ne peut pas essentialiser le punk à un moment historique, à ben, n'importe quelle forme, hein, esthétique, etc., ou de la manière de le mettre en discours. Donc l'appel à l'authenticité sous-tend une construction sociale, hein, une convention réinventant le passé pour légitimer sa version mythifiée du punk, aveugle aux amalgames et retraductions sur lesquelles le punk s'est construit. Le punk serait par conséquent, en mon sens, hein, maintenu encore aujourd'hui, maintenu au rang d'abstraction, hein, de symbole pur de subversion, par la convocation de figures tutélaires, de principes philosophiques devant transcender le quotidien des punks. Cet état de l'art, en gros, ne permettait pas, au moment de ma recherche, de comprendre ce que j'avais sous les yeux, hein, puisque ces analyses se rendent aveugles à l'objet lui-même, selon moi. Quelques exemples de stéréotypes, hein, encore bien vivaces, hein, qui ne font pas cas de ce que j'avais, hein, sur le terrain, hein, et qui sont encore bien entretenus, hein. Je ne ferai pas de critique ad hominem de chercheurs, mais le punk aurait une crête, se réussit des milieux populaires, fait la politique en musique sous le signe de l'anticapitalisme, donc la primauté sur l'idéologie, le punk à chien, l'indien dans la ville. Le punk serait foncièrement indépendant, ce que l'on situe vraiment cette indépendance, hein, socialement, et aurait produit les conditions concrètes d'une horizontalité des rapports sociaux. Voilà. C'est cette tendance à construire une métaphysique du punk hors sol, déconnectée des réalités sociales historiques, est bien présente, en mon sens. Mais les nouvelles configurations du marché musical en régime numérique sont venues bousculer le symbole de l'indépendance punk, hein, que je viens de citer. La mise en ligne d'œuvres punk sur une plateforme, sur une même plateforme, aux côtés d'autres styles musicaux, a grandement contribué à brouiller les frontières entre production dite authentique et mainstream, tout en dégageant parfois des gains économiques très importants pour certains des acteurs. Pourtant, en dépit de l'hégémonie de ces nouveaux intermédiaires, hein, jamais le caractère productif des activités punk et de leur valorisation économique, mais aussi de ce qui permet à ces œuvres d'être produites, n'ont pour l'instant été questionné par la recherche dans ce régime numérique-là, et on pourrait dire peut-être aussi avant aussi, ou à la marge. Celle-ci s'en est tenue à considérer que les activités punk étaient situées hors des structures sociales et ne pouvaient qu'être définies par ce qu'elles n'étaient pas, c'est-à-dire comme un à côté, niant les relations qu'elles entretenaient avec le reste de l'espace social, échappant in fine à toute catégorie et à tout espace-temps institué, dont il me semble être pourtant essentiel de délimiter les contours. Une des principales indéterminations qui surgit dans le contexte actuel, hein, renvoie à l'inflation de la production d'œuvres musicales rapportée à une plus grande concurrence d'accès à des emplois artistiques et donc à une rétribution économique. Donc on se pose la question, hein, si des œuvres sont produites en nombre sans qu'il n'y ait d'augmentation parallèle d'artistes professionnels, qui en sont alors les producteurs? Ce qui me semble objectif, moi, pour désigner ce que serait que le punk, hein, les punks, ce serait par la qualité essentiellement productive de leur pratique. Toutes et tous produisent et diffusent des œuvres culturelles qui ne doivent pas apparaître comme telles. C'est là où on tient un paradoxe central de cette étude, de ce livre. Et pour répondre à ces questions, il fallait du coup décaler le regard non pas sur l'analyse du caractère authentique de l'authenticité punk, mais plutôt en cherchant à réancrer les punks comme des producteurs du champ culturel et dont la qualité propre de ce phénomène social est justement d'échapper à tout système de classification. C'est même le principe même de la carrière artistique. Cette approche s'inscrit d'ailleurs dans la continuité épistémologique entreprise par le projet PIN, hein, et qui vise à replacer la musique au centre de l'objet punk et non pas la sacrifier aux lectures essentiellement sociales et politiques. Ouais. Donc cette approche suppose donc de réouvrir la notion de travail. Pardon, je fais un peu long sur cette partie-là, mais effectivement, la partie résultat, je dirais, ce sera plus comment dire, un avant-goût, hein, pour voir ce qu'il y a dans le livre. Mais bref, composer la musique en salle de répétition, apprendre à l'enregistrer, réaliser son propre merchandising, monter son label pour diffuser ses œuvres et planifier ses tournées, autant de tâches qui demandent du temps et des connaissances.
Ce sujet est donc au centre de l'éducation, hein, je viens de l'essence de l'éducation, puisque le travail se définit avant tout comme un facteur de développement humain. Ce positionnement est également en grande partie inspiré des travaux en cours et initiés par Marc Perronou dans le cadre du réseau de recherche international Working Music. Ces recherches ont la volonté de remettre les artistes ordinaires, hein, comme ils les appellent, au centre de l'analyse. Je me permets dans cette continuité de considérer le poids hypothétiquement important des artistes, à l'image des punks, qui, au sein de cette industrie, comptent sur d'autres ressources que celles économiques directement attachées à leurs œuvres ou aux activités de soutien aux activités artistiques. Pour le dire autrement, la qualité ordinaire de ce régime d'activité devrait être étendue à d'autres profils de producteurs pour faire ressurgir leur contribution effective à cette division sociale du travail artistique qui dépasse en partie le cadre restreint du travail marchand. Donc, ce phénomène laisse entrevoir le développement d'une classe de producteurs qui s'engagent dans la création d'œuvres sans accéder à une rémunération. Les punks représentent tout particulièrement ce phénomène. Ils incarneraient une manifestation radicale, hein, de cette catégorie en procédant eux-mêmes à la disqualification, voire à l'invisibilisation de leur travail de production, justifiant l'absence de rétribution. De ce constat, pour moi, du coup, émerge un double paradoxe. D'une part, les punks participent à produire de la richesse dans le secteur culturel sans que cette participation ne soit reconnue. D'autre part, ils produisent des œuvres artistiques sans toutefois se considérer eux-mêmes comme des artistes producteurs. Ces éléments renvoient à l'idéologie du DIY, communément partagée entre figure du militant ou figure d'entrepreneur. Soutenus par cette culture, les punks développeraient, hein, donc des carrières DIY reposant sur un modèle de réussite paradoxale. Ces carrières relèveraient d'une forme Ces carrières relèveraient d'une forme professionnalisante sans pour autant apparaître comme telles. Mais comment, du coup, considérer les pratiques punk comme du travail alors que, du coup, ces mêmes acteurs refusent ce qualificatif? En somme, hein, pour le faire rapidement, il s'agirait de considérer le travail punk dans sa double vérité. Objective, celle de l'exploitation, et subjective, celle de l'investissement, et qui ne peut avoir lieu sans une méconnaissance des conditions objectives. La scène punk peut être alors étudiée par la façon dont les acteurs construisent eux-mêmes leur rapport subjectif au travail, découlant de formes de contrôles sociaux qui sont internes à la scène, afin de garantir le bon déroulement de leurs activités. Il s'agit de faire ressurgir la pluralité des répertoires subjectifs, hein, des formes de vie et donc de savoir, tout en mesurant leur degré de croyance nécessaire à leur engagement, rapporté aux structures objectives qui déterminent in fine les pratiques. Cette dimension symbolique du travail trouve sa forme la plus essentielle dans le domaine du travail musical, hein, alors que l'événement du numérique a bousculé nos systèmes de classification du travail. L'analyse des carrières punk DIY semble, en mon sens, hein, particulièrement adaptée pour réinterroger le sens que les acteurs donnent à leur présence dans cet espace et à leur pratique artistique. Et enfin, bon, je termine sur ce point un peu épistémo, mais en quoi ce sujet est au croisement des études sur les musiques populaires, oserais-je dire musicologie, et les sciences de l'éducation. Ici, j'emprunte le concept de carrière à la sociologie interactionniste pour décrire les étapes biographiques entendues comme un processus fait d'une suite d'ajustements permettant d'acquérir les bonnes dispositions à adopter pour réussir au sein d'une communauté particulière de pratiques. Cette étape de ces carrières illustre les ajustements que l'artiste, ou le punk, hein, ou l'organisateur de concert, si on veut, doit opérer pour incorporer tout un ensemble de chaînes de perception, de postures, de savoir-être, des règles spécifiques qui régulent l'espace, et donc les conventions musicales en font une grande part. En somme, un ensemble de connaissances pour mener à bien ces activités. Dans le domaine artistique, les carrières supposent une forme de réussite qui valorise l'authenticité par la singularisation, tout en incorporant un principe de gradation, voire de palier, et donc de standardisation des parcours pour y arriver. En d'autres termes, mon approche vise à considérer le punk comme un espace d'institutionnalisation de l'affect musical, instituant des manières de faire, de pratiquer, de formes de vie culturelle et artistique, et donc de savoir, en ce sens qu'ils sont des connaissances qu'on pourrait appeler rapport subjectif d'un individu à son environnement relatif à un usage, transposé en savoir, en bonne pratique si vous voulez, à connaître pour en faire partie, c'est-à-dire un processus de légitimation.
À ce titre, on pourrait dire qu'il y a deux grands chantiers pour les sciences de l'éducation face à cet objet. Celui qui relève d'abord de la diffusion des savoirs et ce que l'on pourrait aussi de la transposition didactique, c'est-à-dire que l'expérience dans la scène permet l'acquisition de connaissances ou simplement le rapport subjectif à la pratique musicale, si vous préférez, dans le cas des musiciens. Connaissances transposées en savoir, c'est-à-dire en bonne pratique, dont l'acquisition par imprégnation avec le milieu à la lecture de fanzines, par exemple, lorsque ces connaissances sont suffisamment stabilisées pour être objectivées, ou lors de passage dans des écoles du punk, on le verra ça plus tard dans la communication, ou vous le verrez dans le livre, parce qu'il y a bien eu école du punk pour certains, permet d'être reconnu comme un authentique membre de la scène, en être quoi. En d'autres termes, j'essaye d'affirmer l'intérêt d'une expertise propre aux sciences de l'éducation et de la formation au sein du champ académique, relevant d'une approche expérientielle des phénomènes d'apprentissage et d'autres qui visent à ouvrir l'étude de l'éducation à de nouveaux contextes, c'est-à-dire à d'autres milieux sociaux qui s'opposent aux institutions scolaires, par principe, comme ceux de certains mondes au sein des musiques dites populaires. Il s'agit d'étendre l'étude d'espaces contre-culturels et professionnels de la culture dans leur dimension pédagogique et didactique propre et interroger des façons alternatives de construire et transmettre des formes de savoir. Voilà. Bon, désolé pour cette partie un peu longue. Je vais parler aussi un peu de la méthodologie du coup, tout de même. Bon, le punk est un objet éminemment paradoxal. Ma recherche ne pouvait pas être purement processuel ni s'inscrire dans un raisonnement essentiellement hypothético-déductif. Il fallait donc assumer d'emblée la nécessité d'opérer de multiples allers-retours en se laissant continuellement porter par la nécessité imposée par le terrain, tout en usant d'une approche inductive et globale mêlant plusieurs instruments de récolte de données. C'est pourquoi le cadre méthodologique devait me permettre de mobiliser ensemble les ressources de l'histoire, les traces, les archives, de la sociologie, l'anthropologie, entretien, observation, et de l'ethnologie, carnet ethnographique, ethnographie numérique. Enfin, mon identité double musicien et chercheur restait quand même complexe à mobiliser. Il fallait donc jouer du principe, on pourrait dire d'ubiquité, dans ce difficile exercice qui consiste à être partout et en même temps dans différents espaces-temps, tout en cherchant l'équilibre entre voilà, la proximité avec l'objet et la distance critique nécessaire. Du coup, la recherche se déroulait en plusieurs années. La dynamique de mes travaux, du coup, se devait de rendre compte de la temporalité propre de l'enquête, des contextes évolutifs. On pense notamment à la pandémie et des phénomènes sociaux qui continuent de traverser la scène punk, voilà, bousculant en temps réel les catégories de perception et les positionnements des personnes interrogées. Donc, du coup, ce livre a pour objectif de questionner et analyser ce qu'être au cœur de la scène DIY, les ambiguïtés de la réussite punk, des carrières et du travail artistique. C'est par le discours, du coup, qu'il est permis d'accéder au mode de subjectivation des acteurs, à la part symbolique de leur engagement. L'entretien a donc été un outil de récolte de données privilégiées. L'entretien permet d'accéder au mode de subjectivation, c'est-à-dire au point de vue des individus, conformément à l'approche semi-directive. Le récit subjectif des enquêtés a constitué l'essentiel du terreau dans lequel j'avais puisé les éléments les éléments qui m'ont semblé les plus significatifs. Les possibles oublis, omissions et éventuelles dissimulations ne pouvaient pas être exclus, évidemment. Donc, il est à noter que tous les enquêtés n'ont pas aussi les mêmes compétences langagières pour construire un récit de vie qui apparaît cohérent pour la personne qui le dicte ou pour la personne qui le reçoit. Aussi, du coup, il a fallu être attentif pour révéler par l'observation d'autres formes langagières, corporelles par exemple, ce qui n'a pas été possible lors des entretiens qui ont dû se dérouler en distanciel. Le recours à l'entretien comme outil de recueil de données étant une démarche aussi coûteuse en termes de temps, la construction du panel d'enquêtés a forcément été réduite. Donc, l'ensemble de ces contraintes pose la question de la pertinence des récits de vie comme socle permettant de construire une perspective globale du terrain. Donc, il a fallu compléter cette approche, cette première approche, par d'autres méthodes de récolte de données, comme je viens de les citer plus haut, et qui dépassent le cadre de l'échelle individuelle, bien sûr. Rapidement, pour la population observée, pour les sociologues, j'ai interrogé une trentaine de personnes nées entre 1980 et 1998 au cours des années 2016 et 2021.
D'autres entretiens annexes ont été menés auprès de divers professionnels du monde de la musique afin d'interroger la porosité de l'espace punk. La construction du panel a d'abord été élaborée à partir de ma propre participation dans la scène DIY, hein, puis par effet boule de neige. Il s'est agi de couvrir une zone géographique large, mais aussi de circonscrire précisément ce sous-segment de la scène punk au sein des enquêtés, c'est-à-dire par la connaissance des 3 groupes consacrés par la scène préalablement identifiés, mais aussi par la participation à des activités de production et de diffusion d'œuvres. Il y a eu 2 temps de l'entretien. J'ai d'abord réalisé une première partie d'entretien exploratoire ouvert fournissant la base d'un second guide d'entretien semi-directif. Les questions de ce guide d'entretien devaient soutenir les enquêtés à construire leur récit de vie, et ça concernait essentiellement des questions sur les propriétés sociales des acteurs, la nature des activités pratiquées, les modalités d'entrée dans la scène, les répertoires de valeurs mobilisés, les prises de position par rapport aux autres acteurs membres ou extérieurs à la scène, ça c'était très important, etc. Ensuite, rapidement pour l'analyse, les entretiens ont été retranscrits pour être ensuite importés dans le logiciel d'analyse de données qualitatives NVivo, hein, afin de faire émerger une arborescence de tiroirs sémantiques destinée à engager une réflexion par analogie et ainsi réaliser du coup une analyse thématique, hein. La grille de codage a été réalisée et peaufinée progressivement à partir de multiples allers-retours, hein, grâce aux éléments tirés en permanence des entretiens, des observations du terrain, mais également par rapport à un apport théorique continu. Concernant les caractéristiques sociologiques des individus, alors très très rapidement, hein, la population d'enquêtés est en majorité masculine, hein. Ils ont entre 30 et 35 ans, avec des revenus pour la majorité mensuels inférieurs à 1 000 euros, alors qu'ils déclarent avoir une activité professionnelle de catégorie intellectuelle supérieure. Cet échantillon, hein, dont la représentativité est à questionner, donc parler d'échantillon, on va plutôt parler de panel, hein, montre que les punks proviennent d'origines sociales diverses. La majorité ont eu des contacts réguliers avec divers objets culturels accessibles par les médias de masse. La moitié ont été éduqués dans ce qu'on pourrait appeler un climat de gauche sans pour autant déclarer qu'il s'agit d'une culture militante. La moitié encore déclare que la production musicale est leur principale activité. L'autre est composée d'organisateurs de concerts, de techniciens de son, de responsables de labels indépendants, etc. Rares sont ceux qui ne pratiquent pas d'autres activités dans la scène punk. Selon la partition encore de Marc Perrenou, ils sont des musiciens créateurs et non artisans, ce qui renforce encore une fois l'idée qu'ils ont un capital culturel suffisant pour produire et diffuser leurs propres œuvres. Bon, j'en arrive enfin aux résultats. Je vais être assez concis sur ces résultats, mais je vous invite du coup à, si vous voulez, lire ma thèse ou vous procurer le livre pour aller plus loin là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'être punk au cœur de la scène DIY? Qu'est-ce que réussir sa vie de punk? Comment les carrières punk croisent-elles les carrières artistiques au sens professionnel du terme? Bon, pour y répondre, hein, ce travail s'est articulé en 2 grandes parties. D'une part, une réflexion sur la structure de la scène, d'autre part, un éclairage sur les trajectoires des punks. Il s'agissait de croiser l'analyse de la structure à l'échelle autant locale, nationale que globale, avec l'analyse des parcours au regard de ce que les individus y viennent chercher et du coup ce qu'ils y trouvent, hein, dans la scène. D'abord d'un point de vue local. L'étude du Void, hein, ancien club punk bordelais, a montré comment les punks s'inscrivent dans un tissu associatif et négocient avec les contraintes imposées tantôt par le voisinage, tantôt par une certaine politique du logement, mais aussi la manière dont l'idéologie DIY fait alors office de ressources symboliques pour y faire face. La question de la professionnalisation des pratiques artistiques qui contrevient à leur vision punk DIY de l'authenticité apparaît comme un élément négocié, sinon un mal nécessaire, au cœur de problématiques liées à l'interdépendance du punk avec l'environnement social et politique, avec le marché des biens culturels, aussi bien au plan local qu'international. L'objectivation aussi des liens entretenus entre la major Warner et les labels de la scène DIY par le biais de l'usine Useless Pride à Toulouse et du label américain Death Wish est aussi un élément
important de cette étude. Il permet de voir comment là, en fait, la scène punk DIY s'ancre dans la réalité des échanges, sinon de la mondialisation, ou plutôt du capitalisme mondialisé, loin du mythe de l'indépendance. Cette récupération indirecte par les industries culturelles impose des contraintes auxquelles reste soumis l'écosystème punk et leur impose une logique compensatoire de mobilité, la tournée. Au niveau national, les résultats montrent comment les punks organisent et règlent le périmètre spatial, axiologique et culturel de l'éthique DIY, assuré par ce que j'appellerais le contrôle réticulaire de la communauté. Tous et tous luttent pour leur propre définition légitime du punk DIY authentique en fonction de leur positionnement sur deux pôles opposés, autonomie d'un côté et hétéronomie de la scène, comme vous pouvez le voir sur le schéma affiché. Du coup, croisant l'accumulation d'un capital culturel, d'un capital contre-culturel. Ils reproduisent ainsi les conditions d'existence de la scène tout en déclinant leur propre régime de radicalité inscrit dans l'héritage du mouvement punk fondateur, celui de la distance au rôle de musicien. Les institutions comme l'école ou la famille constituent des forces avec lesquelles la scène compose également, loin de se couper en totalité du social dont ils sont issus, les punks. La scène punk DIY s'arrange des espaces et des temps sociaux ainsi que des possibles que ces instances de socialisation produisent et avec lesquels les punks vont négocier au cas par cas, tout en justifiant cette aide, et c'est la force de leur discours, le côté performatif, au nom même de la débrouille, donc de l'existence même de la scène, donc de leur propre existence. Ces travaux permettent aussi de modéliser trois types de carrières. D'abord, les professionnels qui se reconvertissent peu ou prou dans des métiers artistiques institutionnalisés, permettant d'assurer une subsistance tout en ayant l'impression et en donnant l'impression de tenir malgré tout leur rang DIY. Les marathoniens, les éternels convaincus, ceux qui s'accrochent coûte que coûte au principe ascétique du punk DIY, quitte à en payer des coûts sociaux et certains coûts économiques. Et enfin, ce que j'appellerais les déçus, épuisés par la carrière artistique DIY ou simplement déçus par la scène, renoncent en partie ou en totalité à leurs idéaux. La scène punk ne survit qu'au prix de quelques principes. Mais cette quête de continuité semble en réalité presque impossible à l'issue de cette étude. D'abord parce que elle entre en contradiction avec le principe du no futur originel. Ensuite, parce que le travail artistique que mènent les punks DIY souffre d'un manque de légitimité de la part des institutions qui régulent et régissent le travail artistique. D'ailleurs, cette reconnaissance étant inaccessible, les punks n'ont souvent d'autre choix que de revendiquer la refuser et de faire de nécessité vertu. Dans ce régime de radicalité, le négatif de l'authenticité DIY serait tout simplement l'idée d'intérêt, qu'il soit symbolique ou matériel. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça? Je dirais que ce livre reposait sur l'étude de nombreux paradoxes propres à la scène punk DIY contemporaine. Notamment, les acteurs s'engagent de manière intensive dans la pratique punk sans pour autant revendiquer cette qualité ou cette identité, sans se projeter dans le travail artistique, sans conférer à la création musicale même son statut d'œuvre. Pour ce faire, du coup, il s'agissait dès le départ de considérer l'engagement punk comme étant déterminé par une condition sine qua non, être affecté par une même passion musicale. Ça, c'est vraiment vérifié dans les entretiens, ça. Tous et toutes, c'est un moment particulier dans leur biographie, ils disent tous et toutes être passionnés par cette musique. Ils et elles parlent de choc musical qui les a profondément construits dans leur identité, transformés, c'est leur mot. Cet émoi pour la musique doit être maintenu et transformé sous l'action du collectif comme autant de possibilités de vivre cet attachement. La scène, bien que relativement autonome, mais toujours ancrée dans notre monde, produit et retraduit cet affect commun en une forme sociale, neutralisant la dimension musicale alors devenue secondaire, mais pourtant destinée à la production d'œuvres culturelles. Devenue secondaire dans les discours.
Il s'agissait de partir d'un décalage générationnel en replaçant les punks de la scène DIY dans leur affiliation historique, celle qui a vu se décliner durant presque 50 ans diverses scènes, affirmant chacune leur propre régime de radicalité. Cette nouvelle éthique punk DIY a fondé un idéal des nouveaux modes d'existence et de nouvelles façons d'affirmer son authenticité punk. En somme, une plus grande dépendance à l'égard de l'indépendance, un plus grand intérêt au désintéressement qui fonde aujourd'hui le capital contre-culturel de la scène sur la base de l'intelligence punk et du DIY. Mais bon, à vouloir fuir les institutions, le travail pour ce qu'il est, un accès possible à la reconnaissance, ou encore la satisfaction de gagner sa vie dans la musique, préférant du coup l'illusion d'un métier punk privé d'horizon artistique, les punks ont selon moi négligé deux impasses. Car si la force idéologique de cette force sociale réside dans sa régénération, je parle de la scène punk, elle structure paradoxalement sa propre invisibilisation du travail artistique et organise sa précarité. L'autre impasse idéologique est en réalité propre au punk depuis 50 ans, le rapport problématique au succès, celui de tenter vainement de résoudre cette tension underground-succès au risque de leur propre dissolution ou désintégration. D'une manière générale, les punks aménagent des espaces et des dispositifs pour tenter de se réaliser en tant qu'individu dans une activité idéalisée. Ou un travail idéalisé, si vous préférez. Être soi-même en tant que punk dépend par conséquent de sa capacité à produire avec les autres, mais surtout individuellement selon soi, des espaces-temps spécifiques dans lesquels on peut réactualiser sa manière d'être punk et de pratiquer le punk tout au long de sa carrière punk, et qui deviennent donc des ressources évoluant tout au long de la carrière. Et réussir dans le punk pourrait se traduire du coup par la possibilité de continuer à trouver des manières stabilisées et incorporées de vivre son attachement à la musique. Ces activités punk peuvent d'autant plus se vivre et être maintenues subjectivement comme autonomes qu'elles sont rendues possibles et encadrées par des structures sociales, paradoxalement, des structures sociales classiques, telles que la famille, l'emploi, mais également la scène DIY elle-même, dans laquelle les punks sont fortement intégrés. Une autre forme de réussite peut être envisagée dans la poursuite de ce que les membres de la scène DIY appellent leur passion, du coup, dans laquelle ils trouvent ou retrouvent leur propre cohérence existentielle. Cette nouvelle radicalité est davantage ontologique et pourrait se synthétiser par le passage d'un art en résistance à un art de l'existence. Mais ils ont tout de même réussi, comme leurs prédécesseurs, à produire leurs propres critères de valorisation artistique, en partie émancipés de la rationalité marchande. Bon, pour vraiment clôturer cette communication, je propose des perspectives de recherche non exhaustives à l'issue de ce travail-là, quelques manquements, quelques zones d'ombre, quelques peut-être faiblesses aussi, que sais-je. Donc, des nuances sont apportées sur la polarisation des attitudes, négociation, refus de négocier, qui fragmentent le champ de la pureté DIY. Il serait, en mon sens, judicieux de se demander plutôt quelle fonction sociale vient remplir cette revendication généralisée à une forme d'authenticité punk. Et ça dépasse le cadre de la scène punk, à proprement parler. Je parle des médias, de la recherche, etc. Comme j'en ai parlé effectivement précédemment en parlant de la revue littérature. Et j'aurai quelques hypothèses à apporter si besoin. Reste aussi à statuer sur le degré d'autonomie relative de la scène qui, du point de vue du DIY, semble surtout se singulariser de manière idéologique plus qu'entièrement pratique. Pour y répondre, je pense que le recours au travail historique reste de mise afin de replacer plus précisément encore ce sous-segment de la scène, comme tant d'autres, dans une généalogie, un patrimoine culturel majeur, mais encore souvent délaissé. Il en va également aussi de la place des femmes dans cet univers qui se prétend ouvert, mais qui reflète bien malgré lui les problématiques contemporaines de la scène, de la société en matière de parité, d'égalité hommes-femmes, de violences faites aux femmes. J'en ai parlé quand même dans la thèse. Effectivement, j'ai proposé des pistes de compréhension, mais effectivement, ça mériterait d'être un peu plus développé.
Et pour terminer en vraiment point conclusif, hein, j'espère que ce livre contribuera à ce que ces producteurs, hein, je vais les appeler comme tels, assument leur travail et pourquoi pas deviennent une nouvelle classe d'artistes ordinaires pour soi, reconnus par les acteurs institutionnels, même si c'est peut-être justement parce que les punks ne veulent pas se penser comme des travailleurs qui s'engagent et garantissent l'autonomie relative de la scène, si fragile et idéalisée soit-elle. En mon sens, c'est à eux d'en décider. Voilà, merci pour votre attention et j'ai terminé pour ma part.